Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e Congrès Médecine Générale France et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Albert Semama, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet sur les recommandations sur l'activité physique à la HAS, la Haute Autorité de Santé. Professeur François Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes. Merci à vous d'être sur notre plateau pour parler d'activité physique. Albert Semama, ma première question est pour vous. Vous avez édité un guide sur la consultation et la prescription d'activité physique. Pourquoi ce guide ? Alors, les travaux en fait, de la HAS s'inscrivent dans une politique d'activité physique sur ordonnance. Et on a voulu en fait travailler sur les 5 freins à l'activité physique pour la prescription médicale d'activité physique, en particulier donc le manque de connaissances, la nécessité d'avoir un déroulé sur la consultation et la prescription, la nécessité de lever les peurs, en particulier sur le risque d'événements cardiovasculaires graves à l'exercice. Et pour cela, en fait, la HAS a publié un guide de consultation et de prescription chez l'adulte, un guide de connaissances pour les médecins et 16 référentiels par pathologie pour traiter donc, de la prescription et des conditions de cette prescription d'activité physique et d'activité physique adaptée. Alors, ce guide, il comprend la démarche générale, les étapes clés, les conditions de prescription, c'est bien cela ? Oui, tout à fait, c'est oui, 3 étapes. Et en fait, ce guide... ça peut surprendre. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de faire un guide ? Enfin, la Haute Autorité de Santé a eu besoin tout simplement parce que la première cause de mortalité évitable aujourd'hui, c'est l'inactivité physique et la sédentarité. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'on meurt plus d'inactivité physique et de sédentarité que de tabac dans le monde aujourd'hui. Donc notre premier objectif, nous médecins, en prévention, c'est de lutter contre cette inactivité physique et cette sédentarité. Alors, vous abordez le cas des patients qui ont une pathologie coronarienne. Il y aura un guide particulier ? Alors, il y a un référentiel. Qui traite du syndrome coronarien instable, qui traite aussi des autres pathologies cardiovasculaires, mais il y a aussi des guides qui traitent d'état de santé, comme la personne âgée, la femme enceinte ou en postpartum. Il y a des guides aussi sur certains facteurs de risque, comme le surpoids ou l'obésité. Alors, on va parler effectivement de la personne âgée. Professeur, je voudrais qu'on s'arrête sur les patients qui présentent un syndrome coronarien. Alors, les patients qui présentent un syndrome coronarien chronique, les choses ont déjà beaucoup évolué. Je tiens déjà à le rappeler aux collègues qui ne le savent pas tous. Par exemple, je prends le cas extrême. J'ai fait un syndrome coronaire aigu. Je rentre donc dans une maladie coronaire. Ce syndrome coronaire aigu s'est bien passé. On l'a traité, on a mis un stent, tout va bien. C'est un patient à faible risque. Ce patient-là peut faire tous les sports qu'il veut. Je précise, même aux Jeux Olympiques. Après, on a le syndrome coronaire chronique, où là, c'est un patient à haut risque, ou qui n'est pas à faible risque. Donc lui, on va lui proposer de l'activité physique adaptée. C'est dans ce cas que le référentiel va surtout être très intéressant. Et aujourd'hui, il faut savoir que ce patient va être bilanté donc, par les cardiologues. Le cardiologue va juger de ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire et l'adresser au médecin traitant, qui lui va avoir pour charge de faire l'activité physique en phase 3, c'est-à-dire pendant toute la vie du patient. Cette activité physique adaptée, le médecin va devoir la prescrire, le référentiel et le guide vont l'aider pour cela. Et j'en profite pour rappeler une chose, parce que je sais, et je me mets à la place du médecin généraliste et du malade, c'est que tout le monde a peur de l'activité physique. Comme on l'a bien dit ici, on n'a pas encore parlé de sport. Nous ne parlerons pas de sport, on ne parle que d'activité physique. Il n'y a aucun danger à faire de l'activité physique adaptée. Et par exemple, il n'y a pas besoin de demander une épreuve d'effort au cardiologue avant de faire de l'activité physique adaptée. Donc, n'ayons pas peur de l'activité physique adaptée, même chez le patient coronarien. Albert Semama, vous parlez de différents référentiels. Donc, il y a celui pour effectivement les personnes qui ont eu un syndrome coronarien. Et puis, il y a les personnes âgées. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, on sait aujourd'hui que l'activité physique est essentielle chez les personnes âgées. On a besoin d'activité physique pendant toute sa vie. Et au stade en fait, avec l'avancée en âge, on sait que l'activité physique est un facteur majeur de maintien de l'autonomie. C'est le premier traitement de la fragilité. C'est le traitement aussi de la prévention des chutes. Tous les gens qui sont à risque de chute légers ou modérés, l'activité physique seule a déjà montré son efficacité. Et pour les chutes sévères, c'est toujours avec des programmes d'activité physique
qu'on a ces interventions multifactorielles. Et puis on sait aussi que l'activité physique permet de maintenir les fonctions cognitives et de réduire le risque d'avoir des troubles cognitifs avec l'avancée en âge. Professeur Carré, vous voulez compléter les propos d'Albert Chemama? Non, oui, c'est essentiel parce que là, on a vu tous les risques. Et vous savez, comme moi, tout le monde a entendu parler du coût de la dépendance. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va retarder la dépendance? Qu'est-ce qui va favoriser l'autonomie? C'est l'activité physique adaptée. Et se rappeler qu'une personne âgée, à partir du moment où on accepte, où on la laisse arrêter de marcher, on sait que son espérance de vie est très courte. Donc il va falloir vraiment s'acharner à ce que cette personne âgée marche. Et surtout, dans l'activité physique adaptée, donc il y a 2 phases que le médecin va prescrire, du cardio, de l'endurance et du renforcement musculaire. Chez la personne âgée, comme l'a dit Albert, eh bien effectivement, le renforcement musculaire est essentiel, plus exactement, parce que en vieillissant, c'est physiologique. J'ai la sarcopénie, je perds du muscle. Et pourquoi je tombe? Parce que j'ai plus de muscle. Il faut aborder la question de la motivation chez les patients. Oui. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, notre consultation d'activité physique dédiée comprend justement un entretien de motivation qui va définir en fait déjà le stade de motivation de la personne. C'est-à-dire qu'on va lui prescrire de l'activité physique lorsque ce stade de motivation sera suffisant. Sinon, on continuera à l'accompagner pour le faire évoluer. On ne va pas prescrire un sevrage, par exemple, tabagique à quelqu'un qui n'est pas prêt à arrêter de fumer. Donc il y a tout cet accompagnement. Et puis aussi, vous trouverez aussi dans le guide les principaux freins à l'activité physique et des propositions en fait de leviers pour accompagner le patient. Professeur, je vous en prie. Oui, alors ça effectivement, la motivation c'est essentiel et c'est notre rôle. Donc déjà, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que si on veut convaincre un malade, il faut qu'on soit nous-mêmes convaincus. C'est-à-dire que si on n'y croit pas trop, le malade va le sentir. Donc il faut être convaincu et tout le référentiel qui vous est présenté par l'autorité de santé. Par contre, les référentiels et le guide vont vous rappeler toutes les preuves. Il n'y a aucun médicament qui a autant de preuves des bénéfices et de l'efficacité que l'activité physique. Donc si je suis convaincu, j'ai des chances de faire passer mon message. Il va falloir évaluer la motivation du patient, comme ça a été dit. Les 2 problèmes que l'on a, c'est la motivation intrinsèque, c'est moi qui ai envie de bouger. C'est pas ma femme, ça ne fait pas plaisir à mon épouse ou à mon époux ou à mes enfants. C'est moi qui veux bouger et c'est ça qui va me permettre de continuer. Et l'ambivalence, toujours pareil. Oui, je sais que je dois bouger, mais je ne le fais pas, etc. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à vaincre. Et surtout, bien expliquer, à trouver dans les leviers, comme l'a dit Albert, c'est qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Parce qu'il faut que j'ai du plaisir en bougeant. Ce n'est pas la peur. Ça ne sert à rien de dire au malade, si vous ne bougez pas, vous allez avoir un cancer. Ça ne va pas le marquer. Par contre, si vous lui dites, si vous bougez, vous allez pouvoir retourner jouer au ballon avec vos petits-enfants, vous allez pouvoir retourner avec vos copains marcher, etc. Ça va les motiver. Donc il faut trouver le plaisir, et c'est ça qui va nous aider à ce que le patient nous écoute. Et puis surtout, on le rappelle, l'activité physique, c'est toute la vie. Et oui, depuis le jour où je suis né jusqu'à ma mort, malheureusement, non, pas malheureusement, parce que je serais mal placé pour le dire, non, il faut bouger. C'est essentiel. Un pas de plus chaque jour, 1 minute de moins assise par jour, c'est bon pour ma santé. Albert Chemama. Tout à fait. L'activité physique, c'est un traitement, si j'ose le dire, c'est un traitement à vie. On sait très bien que si on arrête l'activité physique, au bout de 2 mois, on perd ses bénéfices sur la santé. Donc bouger, c'est la vie, et bouger, c'est un traitement pour toute la vie, quel que soit l'âge. Avant que l'on se quitte, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en complément de tout ce que vous avez dit ? Non, je crois qu'il faut vraiment que les collègues prennent conscience de l'importance de ce que l'on dit. Aujourd'hui, de toute façon, il faut regarder les choses en face. L'inactivité physique, la sédentarité, ça augmente le risque de maladies chroniques d'environ 30%, quelle qu'elle soit, depuis la sclérose en plaques en passant par l'Alzheimer, les cancers et l'infarctus du myocarde. Nous avons tendu, entre 2020 et 2025, entre 750 000 à 1 million de malades chroniques en plus. Vous associez la désertification médicale, nous ne pourrons pas soigner ces gens-là. Donc il n'y a qu'une solution, c'est qu'il y ait moins de malades. Et moins de malades, c'est la prévention. Donc il faut que nous changions, nous médecins, nos habitudes et que l'on arrive à convaincre les patients ou les futurs patients du rôle de la prévention, en particulier sur l'activité physique. Et c'est là que votre collaboration avec la HAS intervient. Albert Chemama. Oui, tout à fait. Pour reprendre ce que dit François, en fait, on a bien sûr cette promotion d'activité physique en communauté, comme on peut voir depuis les années avec Kino Québec 1998 de mémoire, mais aussi on a ces politiques d'activité physique sur ordonnance où le médecin généraliste et les médecins en général ont un rôle majeur à jouer. C'est développé sur tous les pays du Nord depuis les années 2000.
c'est essentiel aujourd'hui qu'en France ça se développe pour la santé de nos concitoyens. Vous voulez ajouter quelque chose, Non, professeur? dire effectivement que, comme le dit Albert, le rôle des médecins généralistes, de tous les médecins en fait, de tous les soignants, les pharmaciens, tout le monde, on doit comprendre qu'aujourd'hui on doit tous parler à nos patients de l'activité physique. On demande à tout le monde, vous fumez? Ben, il faut demander à nos patients, est-ce que vous bougez? Il y a d'autres référentiels, je suppose, sur lesquels vous travaillez? Oui, actuellement on travaille d'abord sur un guide de consultation et de prescription pour l'enfant. D'accord. C'est essentiel, et François pourra reprendre ça. Et puis on travaille aussi sur d'autres thèmes, sur en fait, les pathologies articulaires inflammatoires, sur la CEP. On travaille aussi sur des problématiques de douleurs chroniques. Alors il y aura des recommandations sur, par exemple, sur la fibromyalgie, mais dans le cadre de recommandations globales. On travaille aussi sur le syndrome aussi autistique, voilà, et peut-être sur d'autres thèmes. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, beaucoup. Messieurs. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Restez avec nous, à venir d'autres entretiens.